14h37. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. C'est votre rendez-vous du premier mardi du mois avec le jardin de Puisalène et Pascal Henry que nous accueillons comme d'habitude avec Edwige dans la salle d'interview. Bonjour à tous. Oui, bonjour Nicolas, ça va? Bonjour Pascal. Bonjour, dis donc quel punch, ça fait du bien, hein. C'est qu'est-ce que vous avez bu? Ah oui, le bonjour, il est bon, hein. Je n'ai rien bu du tout, c'est juste le dynamisme d'être et vraiment le plaisir d'être sur l'antenne de Radio Puisalène. Merci Nicolas, en tout cas, bonjour à toutes et à tous, hein. Comme chaque premier mardi du mois, eh bien oui, on se retrouve avec Pascal Henry pour la nature, les fleurs, le soleil. Ah oui, le soleil, c'est la réflexion que je me faisais en arrivant. À chaque fois que je viens à Puisalène, il fait beau. Et aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ah oui. Oui. On a mis un petit peu de temps à prendre l'antenne, là, on s'endormait un peu avec l'automne, mais là, je sens que le punch est arrivé. Là, ça y est, hein, c'est arrivé. C'est parti. Alors, Pascal, mais oui, on est déjà le premier. Vous allez boire votre café après, vous inquiétez pas. On va faire une petite pause, hein, dans une 3/4 d'heure. Non, je rigole. Là, c'est vrai qu'on est au mois d'octobre, Pascal, et hors antenne, on était en train de dire, c'est vrai, le soleil est là, mais il y a encore plein de choses à faire. On se mardi 4 octobre. Et oui, c'est pas une raison pour laisser son jardin livré à lui-même. Il y a toujours, il faut l'aider. D'abord, il faut penser que justement l'hiver va arriver et il faut aider son jardin, la nature en général, à se préparer pour passer l'hiver. Tout comme nous, on a besoin de se préparer aussi. Alors même la pelouse, par exemple, a besoin de nos interventions. Une petite aération, parce que si les enfants ont beaucoup joué sur la pelouse cet été, eh ben, il est peut-être temps d'aller redonner un peu de respiration dans cette terre pour que aussi toute la vie du sous-sol soit bien foisonnante pour aider notre pelouse à vivre. Donc là, c'est comment un aérateur. Alors soit vous en avez un, soit vous pouvez en louer un. Alors ce qui est mieux, c'est de pouvoir le faire quand la terre est un peu humide. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on a toujours tendance à manquer un petit peu d'eau. Mais enfin, pensez à ça, à cette aération, et puis nourrir aussi en apportant du terreau ou du compost pour apporter les éléments organiques dont la terre a besoin pour fortifier votre pelouse. Alors bien sûr, comme le temps est encore doux, on peut être amené encore à tondre, mais toujours pareil, ne pas tondre trop court pour ne pas épuiser ces petites plantes, ces petites herbacées qui nous font ces magnifiques pelouses. Et puis en pensant que c'est aussi un abri pour des insectes, des animaux qui commencent aussi à chercher leur refuge. D'accord. On s'occupe donc de sa pelouse, hein. Et oui, même la pelouse a besoin, elle nous apporte tellement de bien-être, il est important aussi de lui rendre, en lui apportant à elle aussi son bien-être. Alors, tout en pensant que si c'est les dernières tontes, forcément, après, il y a un bon nettoyage de la machine aussi. Alors, bien sûr, hein, tous les outils du jardin seront à entretenir pour qu'ils passent tranquillement l'hiver, pour éviter aussi qu'ils propagent des maladies qu'il pourrait y avoir sur certaines plantes, hein, donc toujours la désinfection à penser, et puis éventuellement huiler par exemple pour éviter la rouille. Le mieux c'est quoi? Pour désinfecter? Oui, pour désinfecter. Oh, ça peut être tout simplement de l'alcool à brûler. Ah, l'alcool à brûler. L'alcool à brûler sur. Ce qui est toujours important quand on désinfecte, c'est le temps de contact. Donc vous appliquez cet alcool, mais vous n'essuyez. De toute façon, l'alcool va s'évaporer, mais vous n'essuyez pas justement pour laisser agir cet alcool. L'alcool à brûler, oui, c'est vrai que c'est bon à savoir ça, parce que je le fais jamais moi. Ouais. Je conseille, mais je le fais pas. Et c'est vrai que c'est bien. Alors sur tous les outils ou disons déjà tout ce qui va être tranchant, tout ce qui est sécateur. Mais après, effectivement, même si vous utilisez une bêche, vous pouvez aussi penser à désinfecter. Hein, ça fera pas jamais de mal de toute façon. Alcool à brûler surtout, même le sécateur aussi. Ah oui, le sécateur c'est important parce que si vous avez une maladie sur une plante, un virus, puisque je vous rappelle, hein, les plantes tout comme nous sont sensibles à des virus et des bactéries, pas les mêmes que nous, ce sont pas les mêmes maladies, mais ce sont les mêmes types d'organismes qui viennent les attaquer. Donc forcément, si une plante est attaquée par un virus ou une bactérie, vous allez récolter ça sur la lame quand vous taillez, et puis si vous ne nettoyez pas entre chaque plante, vous allez propager ainsi la maladie.
Donc ça, c'est effectivement important. Donc alcool à brûler, c'est bien. C'est vrai que l'eau de javel, de plus en plus, on essaie d'éviter d'utiliser l'eau de javel. Après, oui, ça peut être pourquoi pas une lessive de soude. Même nettoyer aussi au savon noir, un peu de savon noir dans de l'eau, ça a aussi déjà son effet. D'accord. Mais éviter des produits trop violents. C'est pareil, donc c'est pas la peine, par exemple, d'avoir de l'alcool trop fort, alcool à 90. L'alcool à 70 est suffisant, parce qu'on s'est rendu compte que justement cet alcool à 70, qui contient un petit peu plus d'eau, pénètre plus facilement dans les organismes vivants que de l'alcool à 90. Et donc finalement, cet alcool à 70 aura plus d'effet que de l'alcool à 90. Et l'alcool à brûler, c'est à combien de 80? Alors, j'étais en train de me poser la question. Je vais pas regarder. Ah, je suis rapide, moi aussi, j'ai bu un café, hein. Du tac au tac. Ça serait à vérifier. Oui, mais... Non, mais c'est tout ça pour vous dire qu'on n'a pas besoin, par exemple, d'aller en pharmacie chercher de l'alcool à 90. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Même du vinaigre. Hein. Oui. Le vinaigre est aussi un désinfectant. Oui, d'accord. Par son acidité. D'accord. Donc là, chose faite pour la pelouse, le nettoyage derrière. Maintenant, c'est vrai que là, on s'aperçoit quand même dans les tontes, les feuilles tombent, hein, les feuilles sont là, les feuilles mortes. Hein, il faut les laisser les broyer aussi. Ça fait du compost. Alors voilà, sûr. il y a plusieurs solutions. C'est soit vous les laissez, puisque comme on parlait d'apport de matière organique sur la pelouse, à la limite, ces feuilles mortes, c'est un apport direct. Oui. Alors peut-être effectivement les broyer si vous voulez activer leur décomposition. Effectivement, plus ça sera en petits morceaux, plus les organismes décomposeurs pourront attaquer facilement ces feuilles et les décomposer rapidement. Ou sinon, vous les ramassez pour les mettre dans votre tas de compost et vous apportez le compost qui est mûr sur la pelouse. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Mais vous pouvez effectivement laisser vos feuilles. Quand vous passez votre tondeuse, vous faites votre tonte de pelouse en mode mulching. Oui. Donc vous laissez votre tonte de pelouse et en même temps vos feuilles mortes seront broyées. Voilà. C'est une solution. C'est une bonne solution même. Hein. Comme ça au moins il y a le travail il se fait en une seule fois, 3 en 1 comme on dit. Voilà, effectivement qu'on peut se faciliter le travail, avoir un peu moins de tâches à faire et qui en même temps apporte des bonnes solutions pour le jardin, autant le faire, c'est vrai. Faut toujours chercher à s'économiser. La nature elle-même, elle cherche à s'économiser. Tout à fait, oui. Donc soyons comme elle, économisons-nous. Ça me rappelle un reportage que j'ai vu il y a pas longtemps. Je sais plus si c'était dans des racines et des ailes en Grèce, justement une île où il y a la longévité la plus importante. C'est une île où on prend le temps de faire la sieste, où on prend le temps de vivre. Prenons le temps de vivre au jardin, et nous en profiterons plus longtemps. C'est vrai. Alors, au mois d'octobre, Pascal, plein de choses à faire, forcément. On jardine aussi avec la lune au mois d'octobre. On plante les oignons semés. En toute région, on installe aussi l'échalote grise. On plante ou on sème l'ail. Voilà, alors tout ce qui est ail, oignon, échalote, déjà, vous éviterez de les planter là où la saison précédente, vous avez déjà mis des plantes de cette même famille, soit qu'on appelait les liliacées ou les alliacées, parce que forcément, on rejoint le principe de la rotation des cultures, où on va éviter de replanter sur un même endroit des plantes de la même famille qui vont se nourrir de la même manière, qui auront besoin des mêmes quantités d'éléments, et puis souvent aussi qui ont un système racinaire qui va à la même profondeur dans le sol. Donc, essayez d'appliquer ce système de la rotation des cultures. Pour toutes ces plantes, ail, oignon, échalote, évitez une terre où vous venez de mettre du terreau ou du fumier. Ça n'a pas besoin d'une terre trop riche. Vous risquez que ça coule, que ça s'abîme, qu'il y ait des moisissures qui se mettent en place. Donc évitez une terre trop riche et surtout il faut une terre bien aérée, mais cependant, ça ne se plaira pas forcément dans une terre sablonneuse. Parce que c'est vrai qu'une terre sablonneuse, là on est tranquille, c'est aéré, c'est drainé. Ah oui. Donc terre drainée, mais évitez sablonneux. Pratiquez le principe de la rotation des cultures et surtout pas de fumure. Sinon, là, vous allez amener toutes les maladies qui vont faire pourrir vos bulbes. Mais c'est effectivement une très bonne saison pour mettre de l'ail au jardin.
D'accord. Qui va Bah, passer. Vous avez des variétés très rustiques qui vont germer même au mois de novembre en fait et qui vont très bien passer l'hiver sans souci. Octobre, novembre, dans un mois, on peut avoir Ça va commencer à germer quoi. La végétation commencera. Oui, bien sûr, la récolte c'est pas pour tout de suite. Oui, oui. Ben moi j'étais partie pour la récolte. Hein. Oh non, donc on attend un petit peu. On récolte quoi au mois de janvier, février. Oui, mais au moins c'est là, c'est ça. Voilà. Donc c'est en fait ce qu'on appelle l'ail d'automne. Hein. Ne mettez pas non plus n'importe quel ail. Donc soit vous en avez, soit un voisin en a, soit vous allez en jardinerie et vous prenez effectivement les variétés qui sont adaptées. Et puis vous allez l'enfoncer à peu près à 2 cm de profondeur. Oui. Et par contre, de chaque côté de votre bulbe, vous respectez 20 cm. Ah oui, parce que ça, oui, il faut que. Oui, parce que le but, c'est qu'après ça croisse et que vous avez d'autres bulbes qui se forment, donc il faut leur donner la place. Donc, entre chaque bulbe sur un même rang, si vous mettez toujours en rang, vous laissez 20 cm, et entre chaque rang, vous laissez aussi 20 cm. 20 cm de chaque côté du bulbe. Si vous ne mettez pas en rang, puisque c'est vrai que de plus en plus, on a tendance comme ça à faire un jardin plus ou moins sauvage où on fait pas des grands lignées. C'est pareil, vous essayez de respecter 20 cm entre chaque ail, chaque plante de même nature. D'accord. On plante aussi les vivaces en godet. C'est le moment de le faire aussi. Oui, alors de toute façon, ce qui est en godet, on peut toujours facilement le planter toute l'année. Mais oui, toutes les vivaces que vous voulez au jardin, donc c'est le moment de repenser. Vous venez de finir une saison, vous avez vu ce qu'a donné ce que vous aviez mis cette année. Il y a peut-être des choses qui ont bien réussi, d'autres moins. Des choses qui vous ont plu, d'autres moins. Eh ben, renouvelez vos vivaces, faites-vous des rocailles ou un petit talus là où vous saviez pas trop quoi mettre. C'est le moment d'y penser, effectivement, d'aller dans votre jardinerie préférée, de ramener vos vivaces en godet et de les mettre. Diviser aussi. Alors bien sûr, si vous en avez déjà, diviser, voilà, tout les ça. vivaces sont tout à fait adaptées à la multiplication, surtout à la division, effectivement, des mottes pour pouvoir replanter à d'autres endroits. C'est pour ça que je vous dirais, quand vous mettez des vivaces, ne plantez pas non plus trop serré, puisque le but de la vivace, c'est justement qu'elle fasse sa place. Donc, je vous conseillerais de pas trop serrer et de mettre un paillage. D'accord. Et d'ailleurs, cette saison qui est un petit peu sèche encore, là, cette arrière-saison un peu sèche, rappelle que le paillage est valable en toute saison. C'est pas uniquement pour l'été pour éviter les arrosages. Vous voyez que là, en ce moment, eh bien, c'est intéressant aussi de conserver l'humidité du sol parce qu'on n'a quand même pas encore trop de pluie. Ça évite toujours d'avoir un sol nu. Oui. Si vous avez des plantes qui poussent sur ce paillage, quand il pleut, bah, ça évite qu'elles soient trop éclaboussées par la terre, qu'elles soient salies par la terre. Oui. Donc vraiment, le paillage a ses intérêts en toute saison. Alors, c'est un paillage spécial, c'est un paillage... Oh non, le paillage, hein, vous avez vraiment toutes sortes. Si vous avez des plantes qui sont plus, par exemple, terre de bruyère, donc terre un peu acide, bah, vous pouvez mettre des écorces de pin sans hésiter, par exemple. Oui. Hein, en pensant toujours que en même temps, vous allez avoir des oiseaux, et notamment les merles, qui vont venir fouiller dedans. Donc, éventuellement, il peut y avoir un petit filet de protection pour éviter que ça se balade partout. D'accord. Pourquoi pas? D'accord. Alors, on repique les endives arrachées déjà. Alors avec les endives, bien sûr, c'est le temps de les faire blanchir, quoi. Hein, nos bons chicons. Oui. Alors, comment ça se passe ça, les endives? C'est vrai que j'en ai jamais fait. Alors les endives, soit vous pouvez en faire en pleine terre, soit vous pouvez mettre ça dans une cave, en fait. Hein, vous pouvez très bien arracher vos racines et les mettre dans des bacs, dans du sable ou avec un peu de terreau à la cave. Oui. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de lumière. Et donc, ces racines sont pleines de réserve et vont permettre un nouveau démarrage de la végétation. Et vous allez avoir des feuilles bien blanches. Si vous le laissez en pleine terre, ben là, il faut buter, bien sûr, et régulièrement buter pour que les feuilles qui vont se redévelopper restent bien blanches, si vous voulez des endives bien blanches. Hein, parce que c'est vrai que l'endive, la partie feuillue, celle que l'on mange dans nos salades ou qu'on fait cuire pour nos petites endives au jambon, là, oui, c'est la feuille. Donc dès qu'elle sera à la lumière, elle va refaire de la chlorophylle, reverdir. Vous aurez d'ailleurs certainement souvent remarqué que chez les primeurs ou dans les étalages des marchés, les endives sont couvertes. Oui, c'est vrai, qu'elles verdissent. Voilà, oui, pour éviter qu'elles verdissent. Ah oui. Donc c'est pour ça que si vous le faites à la cave, bah là vous êtes tranquille et puis vous avez éventuellement une température douce, mais vous êtes tranquille surtout par rapport à la lumière.
Vous avez déjà fait, vous, des endives? Oh, il y a très longtemps. Oui, quand on avait déménagé avec mes parents, on avait récupéré un jardin. Et à l'époque, je savais même pas comment ça se faisait, les endives, mais le jardinier précédent en avait laissé. Donc, bah voilà, c'est à cette époque-là que j'ai appris l'endive, le chou-fleur. J'étais tout content de découvrir tout ça. Mais depuis, non, j'en ai pas refait, j'avoue. D'accord. Bon, alors, si vous, justement, vous avez fait des endives chez vous, vous nous appelez au 03 44 75 3000 afin que l'on puisse partager un petit peu ce que vous faites dans votre jardin. Ça me rappelle aussi, ce qui est intéressant, c'est par rapport au vocabulaire. Oui. C'est vrai qu'en Picardie, l'endive, on a aussi tendance à l'appeler le chicon. Chicon, oui, c'est vrai. Une fois, j'étais à Bruxelles et en discutant avec des Bruxellois, ils disent... ils se mettent à nous parler de chicon, puis ils disent « Ah oui, mais vous allez sûrement pas comprendre. » Mais si, il n'y a pas de souci. Alors, ça montre bien cette culture commune du nord de la France, également partagée avec la Belgique. Le chicon se partage en Picardie, dans le nord et jusqu'à Bruxelles sans souci. 03 44 75 3000, justement, Nicolas est là pour recevoir vos votre acer, votre téléphone, votre savoir-faire, et Pascal, se fera une joie de répondre éventuellement et de partager avec vous ce que vous faites en ce moment. Il fait beau, il y a du soleil, on en profite. Oui, c'est vrai qu'il fait très beau en ce moment en plus. Oui, on a une belle arrière-saison, donc c'est pour ça, c'est vrai qu'on parle encore et encore, il y a toujours des choses à faire dans le jardin. J'espère que vous nous avez choisi une belle petite musique qui est en rapport justement avec on va dire l'automne, comme nous prépare si gentiment Laure. Alors là, c'est vrai qu'on va s'éloigner un petit peu du jardin parce que moi, j'avais déjà préparé des titres qui sont en rapport avec les artistes qu'on va recevoir prochainement. Dans la salle Jackie Denain, notamment Bruno Sotti, qu'on va recevoir le 29 octobre prochain dans le cadre du Grand Boulevard des Talents 2016. Oui. Donc 29 octobre prochain, retenez bien la date, vous pouvez même vous inscrire à notre secrétariat. Et puis ensuite, on écoutera Laurette Goubel, qu'on recevra une semaine plus tard, le 5 novembre prochain, dans la salle Jackie Denain, avec un spectacle que nous organisons ici à Radio Puisalène. Ce sera avec Francis Froissart et Jamie Calbez. Mais faites votre petite vie, Nicolas. Mais juste avant, on va écouter la bande-annonce, puisque Radio Puisalène vous propose une soirée au Théâtre de Paris. C'est le 19 novembre prochain. On va écouter la bande-annonce tout de suite, et puis on écoutera derrière Bruno Sotti. Bon après-midi à tous sur l'antenne de Radio Puisalène. Radio Puisalène vous propose une soirée parisienne le samedi 19 novembre. Et c'était Laurette Goubel avec Tu vas payer, Laurette Goubel, qu'on recevra dans la salle Jackie Denain dans un mois quasiment jour pour jour. Ce sera le 5 novembre prochain. Retenez d'ores et déjà votre date puisque vous pourrez rencontrer Laurette Goubel avec Francis Froissart et Jamie Calbez. Donc vous pouvez réserver dès maintenant vos places d'ailleurs au 03 44 75 10 97. Il y a encore de la place ? Ah, il y a encore de la place. Il y a encore de la place, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir pour l'instant. Donc n'hésitez pas à réserver dès maintenant vos places. Et c'est vrai qu'elle a une très très belle voix. Et là, c'est là qu'on voit que Edith Piaf nous marque toujours beaucoup. Tout à fait, oui, c'est vrai. Oui. Alors un petit coucou à Bruno, je ne sais plus comment là. Bruno Sotti. Ça va être sa fête jeudi, dites donc. Ah, bah voilà. Il va venir avec une bouteille, Bruno. Et alors demain, c'est magnifique. Il faut qu'on refasse une émission demain. Alors demain, on fête les fleurs. Oh, j'aime bien Sainte Fleur. C'est vrai que c'est joli. J'aime bien ce joli prénom. Oui, c'est vrai. C'est très rare. Oui, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que là, c'est joli comme tout. Alors d'ailleurs, c'est le moment aussi de penser à tous ces bulbes de fleurs, ces bulbes fleuris pour le printemps. Alors, les narcisses, les tulipes, jacinthe, les jacinthes, crocus, le muscari. Moi, j'aime beaucoup le muscari. Il y en a du bleu, du blanc. Là, ça fait comme une mini jacinthe. Oui. C'est sympa comme tout. Oui, il y a plein de petits bulbes à redécouvrir. Dans une rocaille, ça peut être très sympathique aussi, ça. Oui. Et puis, faut toujours repenser justement que ces bulbes qui vont fleurir au printemps, vous pouvez les laisser en place. Et justement, comme on parlait tout à l'heure de planter les vivaces, imaginez comment ces bulbes
et les vivaces vont se succéder au fil de la saison. Donc laissez une place pour chacun. Quand je vous disais de pas trop serrer non plus les vivaces, entre les vivaces, vous pouvez aussi préparer des bulbes qui vont ressortir au printemps, puis qui vont disparaître, mais les vivaces vont reprendre un petit peu plus d'ampleur par la suite. Et comme ça, vous aurez une belle succession, une belle couverture, une bonne floraison qui va s'étaler sur toute la saison. L'organisation, ça c'est vrai que de savoir, parce que comme vous dites, c'est vrai que les tulipes, ça reste en place. On les retire pas. Oui, très bien. Toutes les bulbes. Il n'y a aucune bulbe que vous retirez, vous la laissez sur place. Non, c'est pas nécessaire. On peut le faire si on veut. C'est vrai que les tulipes et les crocus, j'ai remarqué souvent, ont un petit peu de mal à résister d'une saison à l'autre. Ils se font boulotter. Les jacinthes passent très bien. Oui, les jacinthes, c'est vrai. Le muscari passe très bien aussi. Là, en ce moment, moi, j'ai des petits cyclamènes, des fleurs minuscules. Ça fait peut-être 1 centimètre la fleur, mais c'est pareil. Ça reste en place et quand ça se plaît bien, ça fait une belle couverture et en ce moment, ça fait une belle floraison. J'ai du petit cyclamen sauvage et puis il y a aussi tout ce qui est les astères, un peu comme des mini chrysanthèmes là en ce moment qui refleurissent, qui repartent tout seuls, qui restent en place aussi, qui sont des vivaces. Donc on arrive à avoir une floraison bien étalée. Mais tout ça, le jardin, c'est une mise en scène en fait. Soyez votre metteur en scène, préparez tout ça. C'est vrai. Projetez-vous de saison en saison et puis surtout, ce qui est pratique, c'est toujours d'avoir un cahier, de noter justement ce que l'on a mis, comment ça réagit, savoir ce qui nous plaît. Prenez des photos aussi. Les photos, ça peut être intéressant aussi justement quand vous voulez faire des échanges de graines, des échanges de plants, parce que vous allez parler d'une plante à une personne qui va peut-être pas voir tout de suite ce que c'est. Vous lui montrez une photo, elle va trouver ça beau, elle va en avoir envie ou pas envie. Et puis peut-être qu'aussi elle va dire ah ben oui, ça je connais, c'est telle plante, parce que des fois c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les noms vernaculaires. Donc chacun d'un coin à un autre va appeler cette plante d'un nom qui ne va pas parler pour l'autre. Oui, donc en ayant une photo, tout de suite ça va être plus parlant. Et ça peut être intéressant aussi parce que de plus en plus on a des grainothèques qui se mettent en place. Là, depuis quelque temps, il y en a une qui fonctionne à Clermont. Grainothèque. Mais le but, c'est justement d'avoir... Discothèque. Voilà, c'est bibliothèque, discothèque, grainothèque. Donc là, c'est une réserve de graines. Le principe, ce sont des échanges gratuits, mais chacun apporte comme ça justement ses graines. Et c'est l'intérêt aussi, c'est d'avoir une photo pour montrer ce que c'est, d'avoir une idée. Oui, parce que la graine en elle-même ne parle pas forcément. Pas toujours, quoi. Et puis je vous dis surtout, si on a l'habitude d'appeler ça d'un nom local, après, même à quelques kilomètres près, ce nom-là ne dira rien. Oui. Donc au moins en ayant une photo, ça sera un peu plus parlant. Donc vous pouvez vous renseigner au niveau de la ville de Clermont. C'est à Clermont. Notre Clermont de l'Oise. Vous pouvez vous renseigner auprès de la bibliothèque comment fonctionne cette grainothèque. Et alors je sais que il y a aussi sur Longueuil-Sainte-Marie avec l'association L'Amorti, il y a également une grainothèque qui se met en place. Donc si à d'autres endroits, on pouvait voir ça fleurir, c'est le cas de le dire, ce serait une très bonne idée. Le principe, c'est vraiment un échange gratuit de graines. Ça permet justement éventuellement de sauvegarder des variétés locales, de les multiplier, de tenter sur d'autres endroits, voir si elles se plaisent bien à d'autres endroits. Et toujours cette idée de l'échange, du partage entre jardiniers. Je crois que c'est vraiment une des valeurs du jardinage qu'il faut promouvoir. C'est important, ça. C'est vrai, on parle pas d'argent, mais on parle de partage, on parle de réussite, c'est vrai, rien que de voir une belle plante, de savoir la partager, ça c'est on est toujours très sensible aux belles plantes. Oui, c'est Alors, Pascal, jardinons avec la lune en octobre. Au mois d'octobre, on fait quoi encore sous abri, semer on sème encore des carottes, des radirons, toutes ces petites choses-là. Il faut s'aimer toute l'année. Oui. Non, je voulais aussi redire que toujours méfiez-vous, préparez-vous aux maladies cryptogamiques, donc les champignons. Oui. Bon, vous savez d'ailleurs, de toute façon, l'automne, c'est la saison où on peut récolter et il y en a pas mal, vous savez, il y a beaucoup de maladies là. Donc, il faut savoir que justement, dans ces maladies cryptogamiques, vous en avez qui se développent, des champignons qui vont attaquer nos plantes dès 10 degrés. Donc, en ce moment, on est toujours dans les conditions favorables pour que ces champignons se développent. Une petite rosée du matin, des températures douces dans la journée. Donc, je vous avais déjà dit le mois dernier, pensez notamment à la prêle, par exemple.
pour vous prémunir de ces champignons, un petit purin de prêle ou même simplement étaler la prêle comme ça sur le jardin. Ça, c'est préventif. Hein. Oui, voilà, c'est du préventif. Ça permet de voir ça. Alors, question champignons. C'est vrai qu'il y a des expositions de champignons qui se mettent en place. Déjà, c'était pas il y a un mois, mais il y a 3 semaines, je vous parlais à Verberie qu'il y avait une soirée. Là, j'y suis allé où on a parlé de truffes. Imaginez-vous qu'il y a des truffes en Picardie et partout dans le nord de la France, sur Paris. Là, il y avait un intervenant, François Petit, qui est quelqu'un d'assez fantastique, qui vraiment parle très simplement des champignons et qui nous avait ramené des truffes qu'il a trouvées. Et d'ailleurs, je pense qu'il viendra à ce micro un de ces jours. Ah, c'est bien ça. Oui. Je lui avais demandé là, mais justement, il est très pris puisque ce week-end, samedi, dimanche à Senlis, il y a une exposition champignons et plantes sauvages. Et donc, il est dans la préparation de cette exposition. Alors, il ne pouvait pas se libérer aujourd'hui. D'accord. Mais je pense qu'une prochaine fois, il viendra très volontiers à ce micro parce qu'il a des choses merveilleuses à vous raconter sur des champignons fluo, sur nos truffes, bien sûr, comment trouver les truffes. Vraiment, on peut en trouver partout. Il y a différentes espèces de truffes. Quels sont les arbres aussi qui permettent d'avoir des champignons? Là, c'est intéressant. Et oui, c'est très intéressant. On rejoint cette notion dont on a déjà parlé de mycorhize, c'est-à-dire d'association entre les racines et les champignons. Donc à peu près toutes les plantes ont ces associations, mais donc des arbres ont ces associations. C'est pour ça que quand vous cherchez des champignons, ne cherchez pas forcément vraiment au niveau du tronc, mais regardez jusqu'où s'étend le feuillage de l'arbre, parce que les racines sous le sol s'étendent à peu près jusqu'à la même distance que les branches. D'accord. Donc vous mettez à l'aplomb des branches, et c'est pour ça que vous pouvez avoir justement des champignons qui poussent de manière circulaire autour des arbres. C'est pas du tout un effet magique. Des fois on parle de ronde d'effet, par exemple. Ah oui. Non, c'est simplement que ces mycorhizes suivent le développement des racines. Et donc, si vous avez un arbre qui pousse de manière libre, par exemple dans un champ, ses branches vont se développer de manière arrondie tout autour du tronc, les racines sous le sol de la même manière, et donc les champignons qui sont associés aux racines vont se développer de la même manière, et vous allez les trouver en couronne, comme ça, tout autour du tronc de l'arbre, tout simplement. C'est bien d'expliquer ça, parce que c'est vrai que on ne sait pas toujours. Voilà, il n'y a rien de magique là-dedans, je suis désolé. Oui. Ça s'explique. Et Par voilà. contre, il y a des choses qui pourraient paraître magiques, c'est que ces champignons, en fait, nous, ce que l'on mange du champignon, c'est en quelque sorte sa floraison. C'est un terme botanique, c'est pas du tout une fleur, mais c'est sa fructification que l'on mange. Oui. Mais sous terre, vous avez ce qu'on appelle les filaments qui se développent et qui peuvent être des réseaux très très longs et qui vont permettre la communication entre les plantes. Et ces filaments sont très sensibles au mouvement du sol. Quand vous arrivez, que vous marchez, cette pression que vous effectuez sur le sol, ces filaments des champignons le ressentent et le communiquent et vont dire aux autres filaments et donc aux autres plantes aussi voisines, tiens, il y a un intrus qui se balade par ici. Ah oui. Et éventuellement, ça peut permettre aux plantes de se préparer à une attaque. C'est formidable. Mais c'est vrai ce que vous dites, les plantes communiquent. Et ça, je le dis souvent dans mon émission. Toutes les plantes, les fleurs, entre elles, elles ont il y a une véritable solidarité entre les végétaux. Et là, vous voyez que c'est même le champignon qui va donner des informations à la plante avec laquelle il s'associe. Or, le champignon, des fois, on sait toujours pas trop comment le classer, végétal, animal, monde particulier. Oui. Mais en tout cas, il y a cette entente. Et je trouve ça très intéressant de montrer que, on va peut-être plus utiliser ce verbe de dire à quelqu'un qui fait pas grand-chose qu'il végète. Parce que quand on s'intéresse au monde des végétaux et qu'on se rend compte de tout ce qui se passe dans cette vie, moi j'ai toujours été fasciné, passionné par ce pouvoir de vie qu'il y a dans les plantes. Quand vous faites une bouture, vous imaginez que vous prenez un petit bout de plante et que vous refaites une plante entière. Vrai. Quand vous regardez la graine d'un séquoia, mais c'est quelques millimètres et ça va vous donner un arbre de dizaines de mètres de haut. C'est extraordinaire toute cette puissance de vie. Donc quelqu'un qui fait rien, c'est pas quelqu'un qui végète, parce que les végétaux sont loin de rien faire et en plus ils communiquent entre eux. Les végétaux sont même capables de se déplacer.
Donc avec François Petit, un jour, on ira un peu plus loin sur tous ces champignons et vous verrez que là, il y a un monde merveilleux, fantastique à découvrir et que chez nous, en Picardie, on a des zones où il y a des plantes extraordinaires, parfois uniques, qui poussent chez nous. Il n'y a pas besoin d'aller en Amazonie pour trouver des plantes formidables. Restons chez nous, il y a déjà beaucoup de choses à observer. Ça veut dire aussi qu'il y a des sites à préserver. Malheureusement, il y a des fois des personnes qui se disent allez bon là c'est un marais, on n'en a rien à faire, on peut en faire ce qu'on veut, on peut couper tout ce qu'on veut, enlever tout ce qu'on veut. Erreur grave. Il y a là un potentiel génétique, une richesse botanique, une richesse de vie extraordinaire. Et si l'on ne protège pas ces milieux, on va avoir une perte, mais vraiment incommensurable, une perte définitive. Alors oui, certes, bien sûr, protégeons l'Amazonie. Protégeons aussi ce qu'il y a à côté de chez nous. Sûr. Il ne faut pas l'ignorer. Il faut le rappeler aussi à nos politiques. Il y a des zones qu'il faut protéger parce qu'il y a là une richesse que l'on a tendance un peu à sous-estimer, voire à ignorer. Penchons-nous sur ces milieux-là qui sont extraordinaires et qui sont à côté de chez nous. Il faut être très très attentif à tout ça. Oui, et c'est bien pour ça que, ensemble, ici sur Puisalène, on mène un peu ce combat contre l'utilisation de tous ces produits qui aussi ont tendance à tuer toute cette vie, à faire disparaître toute cette vie. Soyons très 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 vigilants pour notre santé, pour la santé en général de notre milieu proche. C'est vrai que on a toujours tendance à parler de la banquise, de l'Amazonie. Parlons du marais qui est à côté de chez nous. Oui. Il est déjà extraordinairement riche si on le laisse vivre correctement. Moi, je suis plus à parler justement du marais qui est à côté de chez moi. Je veux pas dire qu'il faut ignorer bien sûr les autres endroits. Je suis d'accord. Mais il faut penser aussi que ce combat de la biodiversité, il est à côté de notre porte. Comme vous dites, regardons autour de chez nous, on a tout ce qu'il faut. On a déjà une diversité extraordinaire et des choses encore que l'on ignore. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que même chez nous, il y a des choses que l'on ignore encore aujourd'hui dans la communication des végétaux, dans la diversité génétique importante qui peut, demain, nous apporter des solutions. Donc pensez-y et préservez tous les espaces que l'on peut préserver. Il faut aimer la nature, il faut prendre le temps, il faut et être curieux. Être curieux, c'est observateur. Ça, toutes ces choses-là qui fait que on s'intéresse un petit peu plus justement à ce milieu, parce que bon, on peut pas dire que c'est tout le monde peut le faire. Bien sûr. Il suffit tout simplement de prendre un petit peu plus le temps et puis d'être, comme vous dites, d'être curieux. Voilà, par exemple, dans notre département, il y a le marais de Sassy, qui est un milieu extraordinaire. Et malheureusement, on craint qu'aujourd'hui, on ait tendance à le délaisser, voire le détruire. Et c'est un marais qu'il faut absolument protéger. Et si François Petit était là au micro, il vous en parlerait savamment, il vous montrerait effectivement l'intérêt qu'il a. Il faut absolument préserver ce marais-là. Autre exemple, c'est la ville de Crépy-en-Valois, depuis qu'elle est passée au zéro phyto, mais elle a une diversité de plantes incroyables qui reviennent, qu'on ne voyait plus en ville. C'est extraordinaire. Quand on laisse la nature s'exprimer, on fait des découvertes formidables. Donc ce week-end, en tout cas, allez à Senlis, donc c'est samedi et dimanche, pour exposition champignons et plantes sauvages, justement, c'est pas que champignons, et vous aurez certainement le bonheur d'y rencontrer François Petit. Alors ça se trouve c'est samedi, c'est dimanche, samedi et dimanche à Senlis, à la salle de l'Obélisque. Alors si vous voulez plus de renseignements pour cette exposition champignons et plantes sauvages de Senlis, vous pouvez contacter l'office de tourisme. Oui, je pense qu'on a toutes les explications là-dessus. Voilà, soit vous l'appelez, soit vous allez sur le site de l'office, vous aurez beaucoup d'infos. Je peux vous laisser un numéro de téléphone, bien sûr, si vous le voulez. Vous pouvez. Ça va vous étonner, ça commence par 03 44. Oui. Et puis 53 00 41. On peut rappeler le numéro de téléphone? Alors 03 44 53 00 41 pour tous les renseignements sur l'exposition champignons et plantes sauvages de Senlis ce week-end, samedi et dimanche, 8 et 9 octobre, à la salle de l'Obélisque. D'accord.
On aura d'autres petites choses. C'est noté, oui, des autres petites choses à dire, à proposer, c'est vrai, effectivement. à proposer. D'accord. Alors, on parlait semis. C'est vrai que c'est une époque, le mois d'octobre, où on peut penser à semer. On sème. Il y a beaucoup de choses à semer, effectivement. Mais on sème pour pouvoir récolter, on va dire, dans l'année prochaine. Au printemps, à l'été. L'année prochaine, oui, voilà. c'est ça. Voilà. C'est toujours la patience du jardinier, bien Oui, sûr. tout à fait, oui. Alors, par exemple, c'est le chou paumé de printemps que l'on peut semer en ce moment. Oui. Le cresson, l'épinard d'hiver, des laitues, alors que ce soit des laitues de printemps et d'hiver, qui peuvent être semées également. La mâche, bien sûr. Ça, la mâche pour l'hiver, c'est une star. Il faut pas hésiter à la semer. Des pois, des fèves, le chou-fleur. Oui. Donc le chou-fleur, vous pouvez le semer maintenant, il sera repiqué au printemps. D'accord. Pour une récolte en mai-juin. Alors, ce que vous pouvez imaginer, par exemple, pour le chou-fleur, c'est effectivement le semer, puis après en reprendre et en repiquer, et puis d'autres que vous laissez sur place. Oui. On n'est pas obligé forcément de tout repiquer. Et puis comme ça, vous pourrez faire la comparaison entre une plante que vous avez semée, que vous avez tout le temps laissée en place, et une autre que vous avez repiquée. Est-ce que vous voyez une différence de développement? C'est ce qu'on appelle l'observation. Toujours l'observation. Toujours. Effectivement. Et alors, des petits conseils par rapport aux fèves. La graine de la fève, vous allez la mettre à peu près à 5 cm de profondeur. Oui. Et puis, si vous faites plusieurs rangs, si vous semez toujours en rang, espacez de 30 à 40 cm chacun de vos rangs de fèves. Par contre, sur un même rang, les graines seront espacées simplement de 15 cm. La fève, c'est vrai que ça, on n'y pense pas. Oui, c'est vrai qu'on y pense un peu moins. C'est l'occasion aussi de se repencher sur des recettes. C'est un petit peu un gros haricot, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est entre le haricot et le pois, parce que ça fait comme un haricot, mais un peu plat. Et puis c'est pas grand, quoi. Voilà, oui. Voilà. Et puis ça fait partie des plantes qui apportent de l'azote dans le sol. D'accord. Donc, en résumé, la graine est à 5 cm de profondeur. Sur un même rang, on les espace de 15 cm. Et les rangs, on les espace de 30 à 40 cm pour que la plante puisse bien se développer. Et ça, on peut semer l'année prochaine, on mange. Enfin, voilà, ça c'est. On a le temps de se renseigner sur les recettes. Cet hiver, on pourra chercher des recettes. Voilà une autre activité liée au jardinage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des fèves? Une tarte aux fèves, non? Ah, une purée. Une purée. Mais tarte, je pense qu'on peut trouver c'est vrai? Des recettes aussi. Ça m'étonnerait pas, oui. Alors, on va demander aux auditeurs, s'ils ont justement des recettes avec les fèves. Vous pouvez nous le communiquer. Il y a pas de problème. Alors, si vous semez des pois aussi, le pois, il faut éviter de le mettre à proximité de l'oignon, de l'ail, de l'échalote, toutes ces plantes aliacées. Il aime pas trop cette compagnie-là. Ah, ça sent pas bon. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça, effectivement. Donc, on va éviter. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que on peut encore semer, parce que mâche d'épinard, la laitue paumée, tout ça. Ça fait déjà beaucoup de choses que l'on peut semer. Alors, on avait vu ensemble tout à l'heure, on nous parlait d'un purin de rhubarbe. Oui. J'y repense puisqu'on parlait justement du chou. Parce que ce purin de rhubarbe va être un insecticide et qui notamment va déplaire aux altises. Et les altises, ce sont ces petits insectes sauteurs qui viennent faire des trous dans les feuilles des choux ou les feuilles des radis aussi. Qu'on ne voit pas. Voilà, c'est très petit, effectivement, on les voit pas trop, mais on voit bien les trous après, effectivement. Oui. Donc, avec les feuilles de rhubarbe, parce que je rappelle qu'effectivement la feuille de rhubarbe est toxique, on ne doit surtout pas la consommer, et donc avec cette feuille de rhubarbe on peut faire un insecticide, notamment contre les altises, et ça peut fonctionner contre d'autres insectes, notamment contre certaines chenilles de papillons. Et les rongeurs, oui, voilà, aussi pour les humains. Mais aussi pour les humains. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur les utilisation? Alors en pulvérisation donc préventive, elle permet de lutter contre la teigne du poireau et des pucerons. À noter aussi, les feuilles sont toxiques. Sont toxiques pour les insectes et les rongeurs, mais aussi pour les humains. Voilà, c'est vrai que là, c'est pas, on consomme pas la c'est ce que je disais, la feuille effectivement est tout à fait toxique, et donc, vous voyez, c'est
ça peut être intéressant de faire aussi en ce moment, puisque ça protège aussi le poireau. Exactement. Voilà. Donc là, vous pouvez le faire. Hein. C'est lancé. Voilà, comme ça, si vous faites dans vos dernières récoltes de rhubarbe, vous pouvez en même temps prévoir de faire votre purin. Alors, avant les premières gelées, on cueille les choux de Bruxelles aussi. Et oui, si on en a. Oui, ça peut résister de toute façon un peu. Oui, quand même, ça résiste, oui. Ouais. Donc vous pouvez, de toute façon, ça peut être une cueillette échelonnée sur le chou de Bruxelles. On va prendre les plus gros, on va laisser de la place pour des plus petits. Oui. Parce que c'est vrai que quand ils sont très serrés sur la tige, c'est là que vous pouvez avoir justement des moisissures aussi qui vont se développer, puisque s'il y a un petit peu d'humidité, puisqu'il y a une mauvaise, c'est toujours le même principe. Si vous n'avez pas une bonne aération, l'humidité stagne, et c'est là que vous avez des moisissures qui vont se développer. Donc effectivement, faites une cueillette échelonnée pour en même temps permettre d'aérer, peut-être que les derniers petits choux de Bruxelles puissent bien grossir, mais surtout pour éviter que l'humidité stagne et que des moisissures se développent. Alors c'est pareil, le chou de Bruxelles, j'en ai jamais fait, parce que ça quand même, c'est pareil, à faire en cuisine, il faut savoir le cuisiner aussi. Ah ouais, je trouve ça sympa, moi. Ah ouais. Oui, je trouve que ça va vite à préparer parce qu'il n'y a pas trop d'épluchage à faire. Oui, c'est vrai. D'autant plus si vous ne l'avez pas traité, vous êtes tranquille. Hein, donc, moi je le laisse comme ça entier, un petit lavage à l'eau quand même, les premières feuilles, pour éventuellement éliminer les pucerons, quoique c'est de la protéine. Oui, c'est vrai, oui. Nettoyer un peu dans une eau vinaigrée et puis allez hop. D'accord. Puis ça, moi j'aime bien ce goût-là. Puis si vous faites une petite pintade par exemple, ou si vous avez... Il faut savoir l'accompagner, savoir le préparer. Si vous connaissez des chasseurs qui vous ramènent une perdrix au chou, et notamment au chou de Bruxelles, c'est pas mauvais. Hein. D'accord. Alors, le chou de Bruxelles, on peut encore profiter, de dégermer les pommes de terre. Les pommes de terre. Oui, parce qu'effectivement, le germe va consommer en fait les sucres qui sont dans la pomme de terre. Donc, vous allez avoir une pomme de terre toute flétrie qui vous donnera plus rien. Donc, effectivement, enlever les germes, c'est une bonne chose à faire. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire encore et encore? On sème, on coupe, on nettoie, on fait plein de choses aussi dans le jardin. Donc là, on était plus côté potager, côté jardin d'ornement. On peut aussi, on avait commencé à parler tout à l'heure des plantes vivaces en godet qu'on pouvait replanter, mais on peut aussi faire des semis de plantes annuelles. Parce que c'est vrai que... traditionnellement, les annuelles, on les sème plutôt au printemps, on se dit là au moment où ça va germer. Oui. Là, une autre idée, ça peut être de dire, après tout, pourquoi est-ce que l'on n'essaierait pas de respecter le cycle naturel des plantes qui ont fleuri pendant l'été, qui viennent faire de leurs graines, et naturellement, leurs graines vont tomber au sol et vont attendre tranquillement le passage de l'hiver pour ressemer. Donc, on peut très bien faire du semis en ce moment, mettre en place nos graines de plantes annuelles qui vont passer l'hiver dehors comme elles le passeraient naturellement dehors. D'autant plus que il faut savoir que les graines sont ce qu'on appelle en dormance. C'est-à-dire que c'est leur moyen d'attendre tranquillement que ça germe. Dans une graine, vous avez déjà l'embryon de la plante qui est là. Oui. Une graine, ça contient les réserves pour que cette nouvelle plante puisse se développer et puis la petite plantule qui est là, qui attend. Pour que la plante pour que la graine germe, que la plante se développe, il faut, suivant les plantes, différentes conditions. Alors déjà, il faudra un peu d'humidité, parce que la graine est sèche, c'est ce qui lui permet justement de se préserver, notamment de moisissures, donc il faut qu'elle se réhydrate. Mais il y a aussi le froid qui va intervenir pour qu'elle puisse germer. Ça, c'est tout bêtement pour que la graine se dise, ça y est, il a fait froid, l'hiver est passé, je peux germer, maintenant il va faire beau. D'accord, oui. Donc, des fois, vous avez certaines graines qui, sinon elles n'ont pas été soumises au froid, ne vont pas bien germer. Parce que pour elles, il n'est pas question de germer. Le risque, c'est que du froid arrive et que j'ai germé pour rien. D'accord. Tout est bien organisé dans cette nature. Je vois ça. Alors, le fait de s'hydrater pour la graine, ça va permettre à des enzymes qui sont dans la graine de se mettre en action pour transformer l'amidon qu'il y a dans la graine en sucre plus simple que la plante va pouvoir utiliser pour se développer. C'est pour ça que nous, on mange ces graines et que les animaux mangent les graines. Oui. C'est parce que ce sont de très bonnes réserves de
de nutriments, d'aliments. C'est en fait, en quelque sorte, comme l'œuf, l'aliment complet qui contient tout ce qu'il faut pour que la petite plante puisse commencer à pousser avant d'avoir ses racines. Tant qu'elle n'a pas ses racines, elle n'est pas autonome. Elle doit pouvoir trouver donc tout ce qu'il lui faut pour commencer à pousser à l'intérieur même de la graine. Tout comme le poussin, il trouve dans l'œuf tout ce qu'il lui faut pour commencer sa vie. Et d'ailleurs, même un poussin, lorsqu'il naît, ou un petit oiseau, au départ, il a encore, pendant 3 jours à peu près, il y a encore des réserves qu'on appelle le vitellus. Il a encore des réserves qui lui permettent de vivre, une fois sorti de l'œuf, avant de pouvoir se nourrir vraiment par lui-même, d'être autonome. C'est bien fait quand même. Hein. Et oui, tout ça. Comme la nature est bien faite. Tout ça est bien fait. Donc nos petites graines, on peut effectivement les mettre dès maintenant. Elles vont attendre. Alors ça peut peut-être en même temps permettre un peu de faire une sorte de sélection naturelle. Les graines qui ne seraient pas bien viables, qui ne passeront pas l'hiver, voilà, celles-là, elles vont pas germer. Point. Et quand c'est pour un massif, plutôt que de le semer en rang, vous semez à la volée. Oui. Alors vous pouvez préparer un peu votre sol en enlevant toutes les plantes indésirables, les adventices. Certains vous diront de labourer un peu. Moi je suis toujours partisan de pas travailler le sol en profondeur. Ouais. Moi je suis un petit peu comme vous, hein, là, oui. Donc après chacun fait comme il veut, mais moi je n'irai pas travailler trop en profondeur. Si vous avez travaillé en profondeur, avant de semer, tassez un peu votre sol, parce que sinon il peut se passer plusieurs choses. C'est que dans un sol trop meuble, les graines vont aller s'enfoncer trop profondément et vont avoir du mal un peu à germer après. Oui, parce que il faut sortir. Hein. Voilà. Et puis ce qui peut se passer aussi, c'est si vous avez un sol trop meuble, lorsqu'il va pleuvoir, la pluie va venir tasser ce sol et vous allez avoir une croûte qui va se former. Or, si vous avez déjà tassé un peu à l'avance, vous aurez moins ce phénomène. Donc, une fois que vous avez préparé ce sol, que vous avez un petit peu damé, un petit peu... Alors, il ne s'agit pas non plus de faire un béton. Hein. Oui. Une fois que vous avez retassé un peu ce sol, vous pouvez semer vos graines à la volée, prendre un râteau pour les couvrir un petit peu. Et là aussi, avec votre râteau, vous allez venir tasser légèrement pour que vos graines soient mieux protégées. Et puis en même temps, le fait d'avoir semé là, c'est le principe aussi du partage du jardinier qui fait que vous avez quelques graines, bien sûr, qui seront boulottées par des animaux qui ont besoin aussi de manger pendant l'hiver. Et c'est ce qu'on appelle la nature. Et voilà, c'est comme ça. Vous permettez que le cycle soit fait. Exactement. Alors Pascal, ce que je vous propose, c'est de marquer une petite pause musicale. Nicolas nous a préparé de la très belle et jolie musique, chanson, musique. Et on va rappeler quand même le numéro de téléphone 03 44 3000 si vous voulez nous donner des petites recettes de cuisine, des dates en ce qui concerne les expositions qui se passent à droite et à gauche tout autour de chez nous, du centre de Carlepont. Et puis on en prendra note et on partagera avec vous. Alors voilà, 03 44 75 3000 pour le standard de Radio Pisalène. On va écouter tout de suite Francis Duranch, qu'on recevra le 5 novembre prochain également, dans la salle Jackie Donat en compagnie de Laurette Goubel et de Jamie Calbez. On va écouter tout de suite Dédé de Montmartre, suivi. On va revenir au tout début des années 2000 avec Sonia Lassène et Sébastien Lorca du Me Manque Depuis Longtemps, chanson qui fait partie de la comédie musicale Ali Baba. Merci de nous rejoindre et très bonne après-midi à tous.